Vous l'aurez compris, nous parlons des 20 ans du 11 septembre 2001 avec Alexandre Delval, géopolitologue de renom et auteur notamment d'un ouvrage éloquent là-dessus et de plusieurs ouvrages éloquents là-dessus. Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties aux éditions des Sirtes. On va parler de vos autres livres. Et voilà, écoutez, l'interview peut commencer. Eh bien, effectivement, on fera justice. Ouais, c'était Bush juste après le 11 septembre. Et on a attaqué l'Irak, on sait ce qui s'est passé ensuite. Mais Alexandre Delval, vous qui avez tellement écrit, je rappelle d'ailleurs que vous aviez écrit en 1997, c'était votre premier livre, 1997, Islamisme et USA contre l'Europe. C'était à l'époque où, il faut le rappeler, quand l'Amérique armait les moudjahidines afghans contre les Russes, contre les Soviétiques, à l'époque, qui était évidemment l'ennemi principal. Et selon l'adage qui devient assez cocasse, hélas aujourd'hui, assez cocasse, il n'y a pas tant de morts, quand on dit que les amis de mes ennemis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis, sont de mes amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et surtout où on en est aujourd'hui? Le 11 septembre, tous ceux qui vivaient à ce moment-là se souviennent de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, Alexandre Delval? Alors, ce qu'on peut en tirer aujourd'hui comme conclusion, c'est que il y a eu une incohérence stratégique de l'Occident qui a financé, la CIA a financé le MAC, donc c'était le bureau des services, Maktab voilà, le bureau des services qui est l'ancêtre d'Al-Qaïda. De Abdallah Azzam et Ben Laden. Avec Abdallah Azzam, absolument, un Palestinien, un frère musulman, qui devient un des créateurs de Al-Qaïda, c'est-à-dire la base. Al-Qaïda, al-Jihad, c'est la base du jihad. On recrute des volontaires du monde entier. À la limite, on pouvait le comprendre quand il y avait l'occupation soviétique de l'Afghanistan et quand on était sous la guerre froide. Mais ce qui est fou, ce que je racontais dans le livre que vous avez cité, c'est qu'en 97, en 98 et jusqu'en juillet 2001, les États-Unis continuent à soutenir la plupart des grandes mouvances islamistes sunnites radicales dans le monde. Jusqu'en juillet 2001. Jusqu'en juillet 2001, Madeleine Albright essaie de reconnaître les talibans. On envoie un quasi-ambassadeur, on reçoit leur gouvernement, on leur demande juste de nous livrer Oussama Ben Laden, ce que les talibans ne peuvent pas faire pour des raisons structurelles, parce que Ben Laden a beaucoup œuvré à l'ascension du Mollah Omar à la tête du mouvement des talibans, qu'il faut le rappeler, eux, ils ne viennent pas de la guerre froide. Les talibans, c'est un mouvement indien, le Deoband, une école juridique très radicale, indo-pakistanaise, qui a été mis en place en Afghanistan pour contrer l'Inde. Donc après le retrait soviétique en 96. Les talibans, ils arrivent en 96. Mais revenons à ce que je disais tout à l'heure, les États-Unis, jusqu'en juillet 2001, croient à un islamisme djihadiste que l'on peut transformer en un islamisme respectable. Et c'est pour ça qu'aucun Américain n'est tué en Algérie. En Algérie, le GIA tue des Croates, des Français, tout le monde. Jamais un seul ressortissant américain. Et les Américains pêchent par arrogance. Ils croient que éternellement le fait d'avoir aidé le djihad islamique pendant la guerre froide et d'avoir libéré des États islamistes du Golfe contre le laïc Saddam Hussein, guerre de Koweït, ils croient que ça va créer une sorte de reconnaissance, de gratitude. Et ils sous-estiment totalement la capacité des islamistes à se retourner contre eux. Et quand il y a le premier attentat du World Trade Center en 93, oui. les services américains bug, parce que c'est un homme qui a la green card, qui a été aidé par les Américains, par les Égyptiens, Youssef. Par les Saoudiens. Ramzi Youssef, c'est le neveu de Walid, et c'est l'homme qui est inspiré par Omar Abdelrahman. C'est le précédent de 93, donc ils n'ont pas du tout tenu compte, voilà, ils n'ont pas vu. En dehors de Ramzi Youssef, le commanditaire, l'idéologue de ces attentats, c'est Abdelrahman, qui est venu avec une green card et qui avait bénéficié, comme tant de moudjahidines, de l'aide de la CIA. Donc les Américains ne comprennent pas. On va les aider contre les communistes. Après, on les débarrasse de Saddam Hussein, qui était un ennemi personnel de la mouvance djihadiste. Et ils n'ont pas de grief contre nous. Et ils viennent nous bombarder. Et à peine accueillis aux États-Unis, Abdelrahman, grâce à la liberté d'expression, fait des prêches pour tuer les Américains, les Juifs et les chrétiens sur le sol américain. C'est sa façon d'être reconnaissant envers l'Amérique. Donc ça veut dire quoi, cette conclusion? Ça veut dire que quand on croit que les islamistes djihadistes en veulent à l'Occident, uniquement parce que nous aurions humilié les musulmans, etc. Colonisation, c'est faux. etc. C'est faux. Les Occidentaux ont mis en place une grande
grande partie des structures de l'actuel djihadisme international. Mais ce que n'ont pas compris les Occidentaux, c'est qu'ils sont tellement méprisés en tant que mécréants qu'il ne peut pas y avoir de gratitude. C'est un peu comme Hitler et Staline, il s'allient, mais Hitler n'a aucune gratitude envers Staline, et à peine l'occasion se présente, il rompt le pacte, parce que pour lui, ce sont des dégénérés de peuples slaves inférieurs. Et donc, ce qu'on a sous-estimé, c'est... Et or, les mécréants, même chose pour les djihadistes, ce sont des peuples inférieurs. On a sous-estimé le fait qu'avec un totalitaire qui vous méprise fondamentalement, même si vous l'avez aidé, il ne peut pas avoir de reconnaissance. Et ça nous a explosé dans les mains comme un artificier qui joue avec une bombe. Et ça continue d'ailleurs. Alors, et ça continue. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce qu'il faut continuer quand même avec cet aveuglement des Américains, il faut rappeler ça aux auditeurs de Sud Radio, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué l'Irak. C'était pas du tout l'Irak qui a commandité le World Trade Center ni le reste. Au contraire, vous venez de rappeler, Alexandre Delval, que Saddam Hussein était plutôt contre. Et vous vous rappelez cet extraordinaire de Colin Powell en train d'agiter une fiole en disant les armes de destruction massive à Saddam Hussein. C'est-à-dire, comment cet aveuglement américain, qui d'ailleurs... on a l'impression de continuer encore aujourd'hui, qu'avec Biden, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, la guerre froide est terminée, l'Union soviétique est terminée. Qu'est-ce qui fait cet aveuglement? C'est vrai que c'est parce que c'est l'Amérique, là, aujourd'hui, l'Europe jouant le petit rôle qu'on sait. Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que cet aveuglement peut s'expliquer. Un peuple qui est fait de pionniers qui ont massacré d'ailleurs les autochtones, c'est pas un peuple qui est trop poussé à respecter les racines, les identités. Donc ils se sont dit, on va reformer un Moyen-Orient avec des nouvelles frontières, en faisant surgir un nouvel État, le Kurdistan. Le nation building. Bah voilà, le nation building, pour avoir des nouveaux amis. Mais le problème, c'est que pour faire surgir un Kurdistan indépendant qui remplacerait la perte de l'Iran du Shah, qui est devenu islamiste, à cause des bêtises d'ailleurs de Carter, il fallait détruire l'État irakien et faire du passé baassiste table rase. Sinon, le Kurdistan, on pouvait pas faire naître un État autonome en Irak tant qu'il y avait des nationalistes irakiens. Donc ils ont éradiqué assez logiquement toutes les structures de l'État baassiste irakien en se disant, on aura un Kurdistan pro-américain, on s'en fout que le reste soit pas trop pour nous. Sauf que c'est l'État islamique qui a pris la place. Alors au début, ce qui est rigolo, c'est que c'est leur ennemi iranien chiite qui remplit le vide dans 60% du pays qui est chiite. C'est Al-Qaïda avec Zarqawi qui remplit le vide dans les zones sunnites. Et effectivement, Zarqawi, c'est l'ancêtre de l'État islamique, puisqu'après, il va se brouiller un peu avec Zawahiri, surtout, et les nouveaux dirigeants de Al-Qaïda. Et ça va être l'État islamique en Irak, après l'État islamique, et on connaît la suite. Et aujourd'hui, l'État islamique continue à sévir dans le monde, en Asie, d'où les attentats de l'État islamique contre les talibans, qui arrivent à point nommé. Je ne dis pas qu'il y a de complot, attention, moi je pense que c'est vraiment des attentats. Mais c'est très utile parce que ça permet à tous ceux qui veulent respectabiliser les talibans de dire, vous voyez, on a un ennemi commun, l'État islamique, un peu comme quand on armait Al-Qaïda et Al-Nosra en Syrie, en disant, on a un ennemi commun, c'est à la fois Bachar et l'État islamique. Et c'était Laurent Fabius, Al-Nosra fait du bon boulot. Absolument. Mais alors, justement, par rapport à cela, est-ce que quid de l'Europe alors? Quid de l'histoire? Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ces 20 ans-là, qui nous séparent presque jour pour jour de l'attentat du World Trade Center, on a l'impression que l'Europe a joué un peu les spectateurs, un peu en coulisses, essayant de ménager la chèvre et le chou. On a l'impression, et puis c'est lié. Alors, il y a eu quand même, rappelons-le, on est en plein procès du Bataclan. Oui. Ça nous a aussi impacté, cette idéologie islamiste. Et je ne parle pas d'islam, je parle des islamistes et des djihadistes. Au fond, nous sommes impactés, mais notre réaction est encore extrêmement floue. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est floue parce qu'il y a une sorte de dissonance cognitive, un choc de valeurs et une incapacité des Occidentaux à comprendre que quand on est multiculturaliste par principe, c'est une très belle idée, moi je ne suis pas contre. Mais si on fait venir en masse, pas quelques centaines, en masse, des gens qui viennent de 57 pays musulmans, qui tous sont influencés par la radicalisation islamiste depuis à peu près une quarantaine d'années avec le déclin du nationalisme laïque, kémaliste ou arabe, etc. Abdel Nasser et compagnie. Il ne peut pas ne pas y avoir de choc culturel. Regardez, quelqu'un, c'est par exemple les talibans. On a des Afghans qui régulièrement veulent vitrioler des filles en Angleterre ou préparer des attentats chez nous. Et on s'étonne, mais parce qu'on n'a pas de politique discriminatoire au sens sécuritaire du terme, où on ne ferait venir que les militants des droits de l'homme, les femmes, les chrétiens, les Hazaras, les non, on fait venir des gens
sans sélection idéologique. Et donc, vous savez qu'il y a 10 000 Afghans qui demandent l'asile en France chaque année. Il y en a 6 à 7 000 qui sont acceptés, non pas comme demandeurs d'asile, mais comme postulants. Ils sont en général déboutés, mais ils restent éternellement parce qu'on ne renvoie jamais des déboutés qui risqueraient d'être persécutés chez eux. Et en fait, et c'est pareil pour beaucoup de pays musulmans. On ne discrimine pas, on ne fait pas venir ceux qui sont pour nos valeurs, qui viennent de ces pays, mais tous ceux qui sont demandeurs. Et d'ailleurs, on prend beaucoup de clandestins qu'on régule. Donc forcément, c'est encore l'accueil absolument total, ouvert. Alors il y a l'accueil, mais il y a l'accueil, et il n'y a pas que ça, parce que les terroristes ne sont pas tous de nationalité étrangère. Il y a aussi, bien sûr, le terrorisme endogène, qui est quand même issu indirectement de l'immigration, mais c'est plutôt les troisième générations. Et là, c'est un autre problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas compris qu'on ne peut pas intégrer des gens d'une culture très différente, voire antagoniste, s'il n'y a pas pour la compenser une politique d'intégration, voire d'assimilation très ambitieuse. Alors, et mieux, ce qui est extraordinaire, on a laissé toute l'immigration islamique de la plupart des pays occidentaux dans les mains des frères musulmans, des salafistes, des miligurush, de l'islamisme d'Erdogan ou de l'islamisme pakistanais ou indo-pakistanais, Tabligh, Théoband, etc. Il faut savoir que les Déoband, l'école juridique des talibans, elle était chargée de former la police londonienne dans les années 90-2000. Parce que c'est une école qui va au-delà des talibans. C'est une école ultra intégriste, mais qui a aussi quelques imams apparemment respectables. Ah oui, on retrouve même dans les ouvrages de Gilles Kepel, ce que j'ai voulu valider, j'ai regardé, et c'est authentique. L'Occident est totalement pénétré par des mouvements islamistes extrêmement radicaux. Comment voulez-vous intégrer des gens si on les confie, on les met sur un plateau d'argent à ceux qui veulent justement ne pas les intégrer? Parce que le but des islamistes djihadistes ou institutionnels, soft ou hard, c'est toujours le même. Empêcher l'intégration du musulman, qu'il soit dans les pays musulmans ou chez nous, à toute valeur laïque, occidentale, mécréante. On va continuer à en parler avec Alexandre Delval après ceci. Et toujours avec Alexandre Delval, je rappelle que demain, le 11 septembre 2021, demain, c'est jour pour jour, 20 ans après l'attentat des tours jumelles de New York, du World Trade Center, et le monde a basculé. D'ailleurs, Alexandre Delval publie à la fin du mois La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur, que je vous recommande. C'est un livre passionnant qu'il a écrit avec Philippe Sopelsa sur justement quelle mondialisation. Vous savez, il y a eu la mondialisation heureuse. Je sais pas si le bonheur est dans le pré, on le saura. Mais en attendant, Alexandre Delval, vous parliez effectivement de la volonté, justement, d'ailleurs assez raciste, et des islamistes, comme d'ailleurs des suprémacistes blancs, c'est Ku Klux Klan l'a rêvé, Daesh veut le faire, c'est de surtout séparer, etc. Mais ça va plus loin, il y a aussi esprit de conquête. Vous savez, Philippe Joseph Salazar, qui est titulaire du chaire de rhétorique à l'université du Cap, disait ceci à propos de Daesh. Ils l'ont clairement exprimé dans la revendication quelques heures après les attentats du Bataclan, formulé d'ailleurs dans un français châtié quasi-littéraire, très éloigné d'un quelconque sabir de banlieue. En fait, ils s'attaquent à l'art de vivre à la française, aux ballons de rouge sur le zinc, au plaisir d'essence, aux tenues décontractées des filles qui, comme chacun sait, sont des prostituées dès qu'elles s'habillent en jupe, à un Bataclan qualifié de haut lieu pornographique où gesticulent des centaines de mécréants polythéistes et décadents. Ils ont même évoqué un Paris pestilentiel, corrodé par l'athéisme et la libre pensée, comble de la dépravation. Oui, on peut dire que ce sont des Torquemada mélangés avec des Staline et des Pol Pot. C'est un mouvement totalitaire qui est prédateur, qui est foncièrement suprémaciste et conquérant. C'est pour ça que moi je parle souvent du suprémacisme islamiste, parce que c'est la mode de critiquer le suprémacisme blanc qui heureusement est de moins en moins représenté en Occident, surtout en Europe. Oui. Mais on ne parle pas du suprémacisme islamiste, mais l'intelligence des suprémacistes islamistes, c'est de faire oublier parfois leur objectif dominateur et conquérant. Mais leur objectif, c'est la conquête, en fait. Leur objectif, c'est uniquement la conquête. Il suffit de voir la matrice de tous ces mouvements, que c'est les frères musulmans. Vous savez que même Ben Laden, Zawahiri, Ramzi Youssef, Sheikh Khalid Mohamed, donc tous les cerveaux tous ont été militants des frères musulmans ou fascinés par Saïd Qutb, le fameux djihadiste. C'était l'aile djihadiste des frères musulmans. C'est la matrice. Et tous ont la même doctrine, faire régner les lois d'Allah sur la terre. Leur doctrine, ce n'est pas de venger. Ils s'en foutent des croisés. Les croisés, ils ont le même esprit. Ils ne sont pas du tout choqués
marqués par les croisades. Ils peuvent pas nous en vouloir parce que eux-mêmes, c'est leur registre. Et d'ailleurs, ils nous en veulent pas spécialement. Ce qu'ils veulent, c'est établir sur la terre le règne de Allah et de la charia, de la charia, des hadiths et du Coran. Et le Coran est notre seule constitution, c'est l'un de leurs slogans. Et ceci, de gré ou de force, par la malice, par la démocratie ou par le djihad. Et donc, c'est vraiment une doctrine de domination. Et c'est même pas un jugement négatif. Hein. Il y a plein de doctrines dominatrices. C'est du prosélytisme Hitler violent. voulait faire le Reich millénaire. Absolument. Les staliniens avaient un projet de conquête, même Alexandre le Grand, même d'autres, même Napoléon. C'est un projet conquérant. Et malheureusement, les naïfs européens, donc les culpabilisés, auxquels s'adressent beaucoup les islamistes, arrivent toujours à tomber dans le piège. Oui, peut-être que s'ils nous en veulent, c'est qu'on n'aurait pas dû envahir l'Irak. C'est vrai que l'Irak est une erreur. Moi, j'étais contre l'invasion de l'Irak en 2003. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils se battent, puisque Ben Laden avait même proposé ses services à l'armée américaine pour en finir avec Saddam Hussein. Il en a voulu aux Américains de ne pas aller assez loin à la première guerre, celle de 90, pas celle de 2003. Donc, ils détestaient ce régime. C'est pas pour venger Saddam Hussein qu'ils se sont mis dans le djihad. Ils utilisent chaque prétexte possible pour essayer d'instrumentaliser la fibre anticoloniale, tiers-mondiste et culpabiliser l'occidental. Ouais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un djihadiste tue un prisonnier occidental, vous avez remarqué, tenu de Guantanamo, Orange, pour le renversement, et avant de l'égorger, ils lui font réciter un texte comme quoi la raison de leur égorgement, c'est la faute de Sarkozy, de Tony Blair, de Bush et des dirigeants occidentaux qui ont humilié les musulmans pour essayer de faire douter l'occidental. Et ça marche. On n'a jamais vu autant de conversions à l'islamisme radical que depuis le 11 septembre, et encore plus une accélération des courbes, une augmentation des courbes à partir de 2005, c'est-à-dire le moment 2005-2006 où Zarqawi, ancêtre de Daesh, crée ce kit de l'assassinat parce qu'il a compris qu'à l'heure des réseaux filmé avec les vidéos, il a compris, il est très moderne, il a compris qu'à l'heure des réseaux sociaux où vous savez dans les lycées c'est à la mode de casser la gueule à quelqu'un, de le filmer et tout le monde regarde ça de manière virale. Il s'est dit, vous voulez du crash, du direct, du sang comme dans vos séries où on voit des boyaux, du gore, je vais vous en donner mais du réel, du live. Et ça marche. Et oui, ça fait de la publicité en bien ou en mal pour l'islamisme. Ça fait parler de l'islamisme. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu par des scientifiques comme Mark Sajman, le grand psychanalyste de la CIA qui a fait beaucoup d'études de cas. Eh bien, il n'y a jamais eu autant d'adhésion à l'islamisme radical, y compris chez des WASP, que depuis cette stratégie de culpabilisation qui accompagne leur stratégie de conquête. Ouais, et on pourrait citer Stanley Milgram et tout ça, c'est la servitude volontaire. Hein. Juste, mais quand vous expliquez quand même cela, ce ne sont pas des gosses qui seraient sensibles à des vidéos ou même des esprits, en principe pas des esprits faibles. Comment vous expliquez quand même ce laxisme, ou en tout cas cette faiblesse, ou en tout cas cette tolérance de l'Union européenne. Même quand la France, par exemple, a des velléités d'arrêter un tout petit peu, de faire un peu plus de sélection parmi les migrants, etc., ou quoi que ce soit, l'Union européenne, même la Cour de justice, s'y oppose avec véhémence. Eh bien, en fait, si on veut comprendre ça, il suffit de retrouver les textes du fameux philosophe post-école de Francfort, Jürgen Habermas. Je sais que vous aimez beaucoup la philosophie, donc vous le connaissez. C'est l'idéologue de référence philosophique de l'Union européenne. Et que dit-il ? L'idée de Jürgen Habermas, c'est utiliser la douleur de la Seconde Guerre mondiale pour diaboliser ad vitam aeternam toute idée de nation. Et pourquoi il a été instrumentalisé par les constructeurs du projet européen ? Parce que c'est logique, si vous voulez construire un projet européen fédéral, il faut détruire préalablement les souverainetés. Et comment vous détruisez les souverainetés ? Par la réduction ad litterum, par le fait de faire croire inconsciemment depuis l'enfance une culpabilisation terrible sur le passé, les racines et l'identité de l'Europe, et faire croire que si vous êtes tant soit peu national, voire uniquement patriote, d'ailleurs aujourd'hui même un gaulliste c'est un sale nationaliste, si vous êtes un peu patriote, vous êtes une ordure parce que vous êtes de même nature, pas le même degré, mais de même nature que le nazisme. Et tout ça, c'est la philosophie des idéologues de l'Union européenne. Moi, je vois souvent à la Commission européenne les références à Jürgen Habermas. Et donc, ça explique tout. Parce que du coup, s'il faut détruire les nations pour bâtir un projet européen, il faut les dissoudre identitairement. Oui, il faut faire venir des masses pour hétérogénéiser chaque nation. Parce que la grande idée, d'ailleurs, de certains adeptes de cette idée, de ce postulat de Habermas, c'est que une nation doit être hétérogénéisée. Si elle est homogène, elle risque d'être raciste. Ce qui en fait est faux. Il
des nations homogènes ne sont pas racistes. Et ajouter à cela, et vous en parlez dans votre livre, La mondialisation heureuse, les adeptes de la mondialisation, les grands, qui veulent surtout que tout ça disparaisse, les frontières, les identités, etc. Alors cela, il n'y a pas que les gauchistes. Ça, c'est l'autre côté. Absolument. Il y a aussi McWorld, il y a les capitalistes qui, eux, veulent détruire les frontières et les nations et les identités et les traditions pour qu'on puisse vendre les mêmes produits à tout le monde avec des économies d'échelle mondiale. Et ceux-ci, eux aussi, instrumentalisent la réduction ad litterum et l'antiracisme pour culpabiliser les patries. Et donc, vous imaginez, ça fait beaucoup. Il y a l'Église catholique, il y a l'européisme, il y a le gauchisme et il y a McWorld, c'est-à-dire les grandes multinationales internationales. C'est ce que j'appelle les différentes forces du mondialisme, qui est une lecture, c'est ce que j'explique dans mon futur livre. En fait, le mondialisme est une lecture erronée et fallacieuse de la mondialisation. La mondialisation, elle existe depuis Venise et depuis la route de la soie. Elle est neutre, elle a toujours existé. Mais le mondialisme est une lecture fallacieuse, idéologique, qui veut nous faire croire que si on a des échanges entre êtres humains, on doit abolir les frontières, ce qui est absolument faux. Et les identités. Et des identités. Tout, et des identités, car les frontières, c'est quand même quelque chose qui protège, qu'on le veuille ou non. Merci Alexandre Delval. Comme d'habitude, c'est toujours très éclairant. Je rappelle son livre à venir, La mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur. Et vous reviendrez sûrement en parler, Alexandre Delval. Merci beaucoup d'être venu. Tout de suite, André Berkoff, vous restez avec Céline Alonso. Vous allez parler de la peine de mort avec vos invités, parler de l'histoire de l'abolition de cette peine et puis d'un cas particulier. C'est jusqu'à 14h sur Sud Radio. Et puis on se retrouve lundi, comme dans tous ces états.